Chers téléspectateurs, TV Liberté vous propose de retrouver les meilleurs moments de notre émission Passé-Présent. Les invités de Philippe Conrad nous livrent les moments clés souvent passés sous silence de l'histoire de France et du monde. Mais ce qu'il est important de souligner, c'est que effectivement, ce nationalisme en Europe, au tournant du XXe siècle, est un phénomène, je dirais, général. Général, pourquoi? Parce qu'il s'exprime partout, alors sous des formes évidemment différentes, mais dans le cas français, par exemple, il se développe principalement dans la définition d'un combat contre une république parlementaire dénoncée en particulier au tournant de l'affaire Boulanger vers 1887-1889, sachant qu'un certain nombre de pères du nationalisme français, notamment Paul Déroulède, étaient à l'origine républicains, mais vont considérer que, pour toute une série de raisons, la République parlementaire n'est pas en mesure de défendre ce qui, pour les nationalistes, constitue un véritable primat, c'est-à-dire l'intérêt national, incarné à l'époque, évidemment, dans la reconquête des provinces perdues. Alors on pourrait ajouter d'ailleurs Henri Rochefort également, qui est un homme qui vient tout à fait de la gauche, hein, et qui s'est retrouvé boulangiste. On a là un phénomène de réunion en quelque sorte des gauches et des droites qui est tout à fait nouveau, tout à fait original, et on sait comment ce thème-là a été abordé par Zeev Sternel dans son ouvrage fameux sur la droite révolutionnaire. Il voit dans le boulangisme l'une des sources de ce qu'il essaie de définir comme un proto-fascisme français. Absolument, un pré-fascisme. Et est-ce que cette approche de Zeev Sternel, qui a eu son heure de gloire, vous paraît acceptable et satisfaisante? Alors, il faut comprendre, sans rentrer dans l'examen pointu de l'historiographie, qu'elle intervient, cette approche de Zeev Sternel, à la fin des années 1970, contre une autre, c'était le siècle d'avant, contre une analyse classique, au fond, qui était celle de René Rémond, qui distinguait trois droites, la droite orléaniste, bonapartiste et légitimiste. Et il est vrai, et là, Sternel a raison d'insister sur ce point, lui qui avait travaillé sur Barrès, que le nationalisme qui se développe au tournant de l'affaire boulangiste est très différent. On ne peut pas se contenter de le réduire au bonapartisme. Pour la raison en particulier que, comme vous l'avez dit, il va mêler droite et gauche, et mêler aussi, ce qui est très important, question nationale et question sociale. Cela étant, je crois qu'en même temps, le fascisme, c'est une autre histoire, c'est le tournant de la Première Guerre mondiale joue un rôle fondamental, mais la matrice nationale et sociale est extrêmement importante, puisqu'on parle à l'époque de socialisme national. La naïveté de Marie-Antoinette est, je crois, assez sincère, puisqu'elle ignore le monde des favoris, je veux dire, encore une fois, elle est dans un monde qu'elle n'a pas connu. Alors, on en a un exemple intéressant. Nous pourrions dire pour faire peuple aujourd'hui, pour se mettre à l'unisson du décor qu'elle a fait créer, de l'architecture qu'elle a voulu, elle pose pour Madame Vigée-Lebrun dans une robe de Gaulle, c'est-à-dire de mousseline, une tenue de campagne, nous dirions, favorite. Avec un chapeau de paille. Avec un chapeau de paille, exactement. Et la cour se dit scandalisée qu'elle pose en bourgeoise. Donc, le tableau faisant scandale, il est retiré. Et Madame Vigée-Lebrun refait le tableau de Marie-Antoinette avec un chapeau voisin, mais une autre robe où là, elle est en reine. Eh bien, on le lui reproche aussi. Donc, quoi qu'elle fasse, si vous voulez, elle avait tort parce qu'elle était l'Autrichienne. L'Autrichienne et Madame Déficit. Madame Déficit, qu'elle avait eu du mal à être enceinte, qu'elle avait peut-être, je dis bien peut-être, une relation avec Fersen qui est venu à Versailles avec le roi de Suède. Je précise que malgré des analyses récentes, il
est évident, bien sûr, qu'il y a eu sans doute une passion entre la reine et Fersen, mais de là à estimer qu'il y a eu consommation physique et adultère, on n'en est pas là. Rien ne le prouve malgré tout aujourd'hui. Sinon, un grand rapprochement, une grande ferveur de ce diplomate suédois. L'historiographie marxiste a présenté le fascisme en effet comme issu du monde bourgeois et comme une protection du grand capital, alors que les fascistes ont toujours détesté, exécré ce monde bourgeois qu'ils ont voulu abolir, non pas en abolissant la propriété privée, comme le voulait le marxisme, mais pour que l'État prenne le contrôle de l'économie, et c'est tous les projets corporatistes des années 20 et des années 30. Pour pousser un projet anthropologique, en fait, comme vous le disiez très bien, d'un homme nouveau qui était en rupture avec tout ce qui avait été le projet libéral progressiste issu des Lumières et de la Révolution française. Et c'est cet héritage qu'il rejette. Mais le point sur lequel j'insiste beaucoup dans le livre, c'est qu'il y a quand même un lien du fascisme avec la philosophie des Lumières, notamment avec la philosophie de Rousseau et avec la Révolution française, car les Lumières et la Révolution ont engendré, c'est vrai, l'héritage libéral, démocratique de l'Occident, mais il y a un autre héritier qui est cet héritage proto-totalitaire que l'on a dans la Révolution française, dans sa phase vraiment exacerbée de 1793-94, à laquelle de très nombreux fascistes vont constamment faire référence. Car les Lumières, il faut bien se rendre compte que les Lumières, c'est la première révolution anthropologique. Pourquoi le fascisme appartient-il à cet héritage des Lumières? Parce que on oppose souvent les Lumières aux anti-Lumières, mais appartenir au camp des Lumières, c'est considérer qu'il n'y a pas de nature humaine et que l'on peut faire ce que l'on veut avec la nature humaine et qu'on peut la transformer à souhait, que ça devient de la cire que l'on peut transformer. Et d'ailleurs, Mussolini souvent se présentait comme un artiste, se comparait à un artiste, les sculpteurs évidemment avec du marbre et lui avec la nature humaine. Lui, sa patte, il le disait très clairement, c'était la nature humaine. Donc il y a bien dans le fascisme une composante héritier de la philosophie des Lumières, dans sa composante rousseauiste, c'est-à-dire créer un citoyen nouveau sous la férule de l'État. La religion patriotique, c'est Rousseau qui l'invente. Tout ça est repris par les Jacobins. Dans le livre, je fais la comparaison entre des discours prononcés à la Convention nationale et des discours fascistes, notamment sur l'éducation et la nécessité que l'État a de prendre en gestion l'éducation des enfants et non pas de la laisser aux parents. La comparaison et la filiation, enfin, me paraît moi tout à fait évidente. Alors, mai 68 démarre et il y a 2 mai 68. Et là, Gérard Filoche, qui a été interviewé ici par Martial Bill sur TV Liberty, l'a très bien expliqué. Ça, il y a eu 2 mai 68. Il y a eu le mai 68 des petits bourgeois, celui dont je parle, des étudiants de Nanterre et de Paris, et il y a ensuite le mai 68 des ouvriers et des syndicats, qui lui va démarrer vers le 13 mai. C'est un tout autre mai 68. Et ce qui va être pitoyable, c'est de voir comment ces jeunes bourgeois, déguisés en prolétaires, vont essayer d'aller soulever les ouvriers par la jonction entre les intellectuels et les prolétaires. Et comme ils vont se faire convergence des luttes. Ils vont se faire jeter le lamentable spectacle de ce pauvre Jean-Paul Sartre debout sur un tonneau, essayant d'haranguer les ouvriers qui le regardent avec des yeux de martien. Donc, deux affaires complètement différentes. Mais ce qui est important de voir, et ça, ceci n'est pas assez souligné, et je crois qu'au point de vue pour l'histoire, il faut le dire, les réactions au mouvement sont organisées par l'Action française sur les Champs-Élysées, contrairement à ce qu'on peut croire. La grande banderole que l'on voit, qu'on présente toujours début des manifestations de réaction non au communisme, ce sont 2 militants d'Action française qui la tiennent, Patrice de Plainquette qui tient d'un côté et Maréchal qui tient de l'autre. Donc c'est l'AF. Et la banderole a été faite dans les locaux de l'Action française le matin. Donc c'est véritablement une manifestation Action française. Il faut rendre à l'Action française ce qui lui revient. Non, parce que moi je suis un historien et il y a eu des tas de légendes qui ont circulé sur cette période de mai 68. Les premières réactions, car nous, à l'Action française, nous avons immédiatement pris le parti contre mai 68. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des hésitations chez nos camarades des mouvements nationalistes. Parce qu'il y avait encore un antigaullisme lié à l'Algérie qui restait très fort. Nous, nous avons joué par esthétique. Nous, c'est l'esthétique qui nous a fait jouer. Il faut dire les crasseux, les chevelus. Il faut dire que l'allure des manifestants, effectivement, n'était pas très séduisante. Non, les crasseux et les chevelus auxquels
nous cassions la gueule depuis des mois, se retrouvent dans la rue, on n'a pas pu laisser passer ça. On aurait rentré dedans une fois de plus. Bon. Il y a un double mythe, il existe un double mythe sur la révolution de 1917-1918, c'est que d'une part, cette révolution, c'est celle strictement du communisme, et on assimile très facilement la révolution déclenchée en février 1917 avec le coup d'État 2 mois d'octobre 1917. La deuxième chose, c'est le mythe de Lénine. Donc Lénine a été souvent présenté comme un saint laïque, un grand humaniste, celui qui a renversé l'autocratie. Et cette espèce de foi en Lénine a été très, très appuyée par Staline après le décès de Lénine pour mobiliser les foules. Rappelons-nous les centaines de milliers de personnes qui ont défilé devant le catafalque de Lénine et le fait que le corps de Lénine était embaumé et que l'on peut toujours le voir. Ce que il y avait une dimension quasiment religieuse. Là. Il y avait l'organisation d'un mythe fondateur pour cette révolution. Colbert a joué un rôle très important dans cette organisation de la science. Et là, les sciences vont exploser. Mais il ne faut pas oublier le XVIe siècle. Toutes les bases sont lancées au XVIe siècle. Certes, avec les médecins, souvent on est très injuste. Molière n'a pas rendu un service à la médecine en se moquant beaucoup d'eux. Mais les médecins ont fait un progrès considérable au XVIe siècle. Ils ont appris comment fonctionnait un corps, comment ils ont fait la différence entre des os et des muscles. Ça n'a l'air de rien maintenant parce que c'est habituel. Mais à l'époque, c'était une véritable révolution. Et c'est après les événements de Charlottesville, où j'ai été outré de voir... Ah oui, c'est une réaction à chaud, là. Oui, vraiment. Oui, le livre a été écrit à chaud. C'est le principe de cette petite collection où on peut aller plus loin grâce à la bibliographie. Et grâce au retour vers l'histoire. Voilà. Et de voir que l'on embêtait ce malheureux général Lee, qui lui avait émancipé, libéré ses esclaves, qui déclarait que l'esclavage était un mal absolu, et que l'on faisait une espèce d'icône, avec une statue gigantesque à Washington, où les gens vont s'agenouiller presque, de ce Lincoln, qui se foutait comme de l'an 40 de tout ce qui touchait à l'esclavage. Ça le concernait dans la mesure où il parlait des races inférieures, et son grand souci, il faisait partie d'une association qui était American Decolonization, qui consistait à programmer le renvoi, le retour des Noirs vers l'Afrique. Alors, les Européens sont des survivants, mais ils ont oublié l'histoire de cette survie. L'explorer, c'est partir à la rencontre de soi-même. C'est révéler le récit de la résistance de nos ancêtres aux invasions, mais également s'emparer des clés pour comprendre les causes de la non-transmission de cette mémoire. Notre mémoire collective influe sur nos représentations et par extension sur nos valeurs et nos choix. Les souvenirs historiques constituent ainsi un enjeu vital. Ils participent à définir notre identité profonde, alors que la propagande culturelle qui sévit en France présente nos ancêtres comme des grands bourreaux de l'histoire. La redécouverte des luttes séculaires de notre continent réveille notre esprit critique. Moi, ce qui m'intéresse dans ce domaine, c'est que on a une sorte d'évidence géopolitique. L'Afrique est 2 fois plus peuplée et sera bientôt 3 fois plus peuplée que l'Europe, et elle est 10 fois moins riche, en tout cas 10 fois moins riche dans ce qu'elle affiche, parce que les ressources africaines sont extrêmement importantes. Comment voulez-vous que quand il n'y a que quelques dizaines ou quelques centaines de kilomètres entre 2 continents avec de tels écarts, comment voulez-vous que le rêve de migration ne puisse pas fonctionner? Et toute la difficulté, j'ai essayé de l'expliquer dans tout le travail que je fais sur les migrations, c'est que les Européens, les Occidentaux, ont cru que c'est en aidant
les pays en développement qu'on allait freiner l'immigration. Alors, je n'ai rien contre l'aide aux pays en développement, puisque j'ai travaillé 25 ans en Afrique dans ce domaine-là. Mais ce que je sais maintenant, c'est que l'aide en développement ne freine pas du tout les flux migratoires, au contraire, les accélère. Donc, ça n'est pas en concentrant toutes nos forces sur l'aide au développement pour les pays émergents qu'on supprimera le rêve migratoire. Et alors, venons-en à l'événement lui-même. Alors, comment les choses vont-elles se passer au moment de l'assassinat? Parce que maintenant, on connaît très bien le déroulement des faits. Je rappelle que vous avez déjà publié un ouvrage de synthèse, on peut dire définitif, sur la question. Que va-t-il se passer dans cette maison Ipatiev, donc, où était retenu prisonnier le tsar et sa famille? Bon, mais ce qui va se passer, donc, le pouvoir central, d'une manière ou d'une autre, donne son feu vert. Donc, deux personnes, Lénine et Sverdlov. Sur place, ce sont les deux principaux responsables, qui s'appelaient Goloschekin, qui était commissaire à la guerre, et Beloborodov, qui était le président du Soviet de l'Oural, qui prennent la décision finale. On y va. Et l'exécutant de cette décision, c'est le commandant de la maison Ipatiev depuis 2 semaines, un certain Yakov Yurovsky, qui est chargé de l'exécution. On a d'ailleurs hésité. L'un des projets était de tuer tout le monde au couteau, endormi dans son lit. Un autre, c'était de les rassembler quelque part et de les tuer à coups de grenade. Finalement, on décide de les tuer à coups de pistolet et de revolver, donc dans l'une des pièces. Alors, en demi-sous-sol, hein, c'est pas vraiment une cave, puisqu'il y a une fenêtre, mais c'est une pièce en demi-sous-sol, mieux protégée de l'extérieur que les autres, avec une seule fenêtre. On décide de les y massacrer tous. Donc, après les avoir réveillés, leur avoir dit que la maison risque d'être attaquée par des anarchistes, donc il faut se mettre à l'abri, donc on s'habille, on se réunit avant de partir quelque part. Voilà. Et on les fait descendre dans les victimes n'imaginent pas, on ne le sait pas, ce qui va leur arriver. Je dirais que comment dire, on a un texte de la main d'Alexis qui dit que si on nous tue, qu'on nous tue vite sans trop de souffrance.